bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour écouter Alain Rey ce soir. Donc, je voulais vous faire une petite précision concernant le programme. Donc, les chapiteaux du livre ont démarré déjà depuis vendredi soir, avec la présentation de saison du théâtre Sortie Ouest, la première conférence. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale sur la littérature de jeunesse. Ce soir, nous accueillons Alain Rey. À partir de demain, samedi, dimanche, démarre le salon du livre, donc le grand salon des éditeurs. 52 éditeurs seront là. Beaucoup de rencontres littéraires pendant 2 jours. Un salon, une table ronde polar, une table ronde bande dessinée. La rencontre avec Mathias Sénard dimanche après-midi, c'est un événement. Vous savez que c'est un événement de son livre, en tout cas un événement de la rentrée littéraire. Je voulais aussi vous dire que la rencontre avec Jean-Claude Carrière, qui était prévue dimanche à 17h30, est reportée lundi à 19h, ici, au même endroit. Donc, pour écouter Jean-Claude Carrière sur son dernier ouvrage, Croyance, qui est un ouvrage absolument magnifique, il faudra venir ici à 19h lundi. Il sera accompagné à l'Oud par Marc Lopuit, c'est un grand musicien. Donc, ça sera sans doute un très bon moment. Donc, on se donne rendez-vous à partir de demain 11h, ouverture du salon et de toutes les activités. Avant de donner la parole à Alain Rey, je voulais vous préciser que ce soir vous êtes filmés, que la conférence l'est aussi entièrement. Elle sera diffusée sur le site de la Maïf. Je vais laisser Laurent Serrault vous dire plus précisément de quoi il en retourne. Ce qui est sûr, c'est que nous avons mis un peu partout des flyers qui vous donnent le lieu précisément sur le site Maïf où vous pouvez trouver ces conférences, parce qu'elles sont visibles ce soir en direct, mais elles le sont encore longtemps. Et il y a encore beaucoup d'autres conférences visibles sur le site. Donc je vous laisse la parole à Laurent Serrault, et puis je la reprendrai un petit peu. Bon, je vais être très brève, simplement pour indiquer justement que le cycle des webconférences Maïf commence ici à Béziers et on en est très heureux. Donc ça a commencé hier soir avec la retransmission de la conférence de Pierre Rosanvallon, ça continue ce soir avec celle d'Alain Rey. Et puis, tout le cycle s'ouvre ici, mais se poursuit ailleurs, en d'autres temps et en d'autres lieux, donc puisque c'est ailleurs. Et tout au long de l'année. Oui, non, mais bon, là, je déroulais et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça allait être un peu pléonastique. Mais bon, voilà. Donc, pour ce qui est justement du fait qu'on s'associe au chapiteau du livre, c'est la 3e année que ça se passe et on en est très heureux. On se cale sur une programmation qui a été faite par Hélène, par les gens qui la côtoient et on en est vraiment content. On espère que ça va durer un certain temps. Ça fait partie des engagements sociétaux que peut avoir la mutuelle. Et puis, entre autres, l'équipe de tournage qui est ici, c'est une équipe de médias, de télé associative qui vient de Salon. C'est O2Zone et elle accompagne toutes ces conférences-là qui sont accessibles en direct et en différé ensuite. Donc, si vous voulez le lien, il y a des flyers qui peuvent vous mettre sur la voie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je reprends la parole 5 minutes parce que j'ai oublié de vous préciser que demain matin, on est très heureux de faire un hommage à Yves Rouquette. Yves Rouquette, qui nous a quittés l'année dernière, était un ami très proche de Sortie Ouest. Il est venu ici toutes les années. Donc demain matin à 11h, on se réunit à plusieurs pour faire un ensemble de lectures autour de l'œuvre de Yves Rouquette. Donc là, je vais laisser la parole à Alain Rey. On est ravis de l'accueillir, vraiment. Donc Alain Rey, c'est un lexicologue, linguiste, enfin il nous le dira plus précisément. Il a dirigé aussi beaucoup de dictionnaires Le Robert, énormément de dictionnaires Le Robert, peut-être le plus récent, je ne sais pas, c'est peut-être le dictionnaire culturel. Je ne sais pas si c'est le plus récent, il me semble, le culturel de la langue française. Il a écrit aussi beaucoup d'essais. Celui-ci, L'amour du français, par exemple, c'est un livre qui s'est énormément vendu et que vous trouverez tout à l'heure à la librairie. Donc ce soir, il est là pour nous parler d'un mot. On lui a demandé de nous parler du mot résister. Voilà. Donc après la conférence d'Alain Rey, on vous passera le micro. Si vous avez des questions, on prendra quelques questions. Et ensuite, on pourra se donner rendez-vous à la librairie où Alain Rey signera ses ouvrages. Voilà, merci, bonne soirée.
Merci beaucoup. Avant d'aborder le thème qui m'a été proposé, qui n'est pas uniquement le mot résister, mais des mots au pluriel pour résister, ce qui est un autre sujet, j'aimerais faire un certain nombre de remerciements parce que je suis heureux d'être ici, qui est un temple du théâtre, de la poésie, de la musique, et qui mérite en terre bitéroise d'avoir des remerciements intimes et forts à l'égard du département. Cela me fait souvenir d'un passage merveilleux du Retour du Tchad d'André Gide, qui est un très beau livre, un manifeste d'humanisme et d'anticolonialisme qui est un petit peu maintenant oublié, c'est dommage, et dans lequel Gide explique qu'en voyage dans des régions d'Afrique subsaharienne, équatoriale, il s'est trouvé un jour avec son équipe, dans laquelle il y avait un cinéaste très connu à l'époque, qui était Marc Allégret. Il s'est trouvé dans un lieu où les Africains ont accueilli cette équipe qui venait les visiter avec des chants et des danses et avec les cris qu'il retranscrit dans son livre, qui était « Merci gouvernement », comme si le gouvernement était une personne vivante qui venait témoigner d'un rapport humain entre les visiteurs et les visités, et non pas entre des colonisateurs et des colonisés, ce qui changeait diablement l'atmosphère. Et de même que les Africains d'André Gide criaient « Merci gouvernement », moi j'ai envie de dire ici « Merci département ». Et merci département, pourquoi ? Puisque je m'occupe des mots, je suis bien obligé de rappeler à mon auditoire, et à moi-même d'ailleurs, que ce mot département n'est pas du tout évident. C'est une invention de la Convention en 1791 et 1792, dans lequel, quand il s'est agi de découper le territoire français en entités administratives importantes et qui allaient jouer un rôle fondamental dans l'existence de la communauté française en général, on a essayé de découper, c'est-à-dire, en termes légèrement archaïques aujourd'hui, de départir. Partir veut dire partager. Donc c'est cette idée de partage qui est à la base de département. On l'oublie trop en général. Et c'est dans le partage du territoire et un partage qui est aussi un partage humain et un partage de responsabilité, un partage de sensibilité collective, que cette idée même de département, qui est une chose très particulière à l'entité française, s'est mise en place. Maintenant, on ne pense plus qu'à une entité administrative, mais il ne faut pas oublier que les mots ont un souvenir, ont une mémoire, ont une histoire, et qu'ils transmettent avec eux les conditions qui ont vu leur naissance. Et ces conditions de naissance, c'est il faut partager, il faut départager. Il faut faire en sorte que toutes les charges ne soient pas du même côté et que tous les avantages ne soient pas du même côté. Et que d'une certaine manière, l'idée de département était aussi une idée de démocratie et une idée qui se voulait et qui l'est en partie égalitaire. Donc, quand il s'agit de mots pour résister, je pense que ce mot département n'est pas absurde à évoquer dans son histoire et dans son idée. Quant à l'idée même de résistance, elle est aussi ancienne que celle de liberté. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, on est donc à l'époque précise, un tout petit peu avant que la Convention n'invente cette idée du département, il est question, parmi les droits, d'un droit qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et qui est le droit de résister à l'oppression. Ce qui donne un complément nécessaire à l'idée
de résistance. Idée trop générale, parce que, évidemment, que la résistance n'a de qualité que si elle est définie de manière précise par rapport à un objectif qui est celui auquel on résiste. L'image de la résistance à l'oppression est assez cohérente parce qu'elle est déjà présente dès le latin avec cette idée que le mot latin oppressio est dérivé du verbe premere qui veut dire presser, pousser, forcer. Quant au verbe résister en français, on ne perçoit plus maintenant de manière claire cette racine qu'on retrouve dans insister, dans persister, dans assister, et même dans consister, je regrette, mais le con en question, c'est le latin cum qui veut dire avec, et qui n'a aucune connotation négative. Et la base de tous ces verbes, c'est le verbe sistere, qui signifie se tenir ferme, et qui est une forme dérivée de stare, qui veut dire tout simplement être là. Dans résister, il s'agit donc de ne pas se laisser presser, ni pousser, ni forcer, et d'opposer à toutes ces pressions, lorsqu'on les juge néfastes, bien sûr, une force inverse. La résistance est toujours légitime contre ce qui est immoral, pervers ou pathologique. Elle devient indispensable lorsque l'oppression est généralisée. Toute politique intolérante aux résistances se désigne comme totalitaire, qu'on le veuille ou non, et qu'on cherche à le cacher ou pas. Ce n'est pas par hasard que toute action politique hostile à la dictature et à l'occupation de nombreux pays, en Europe, à l'époque où le nazisme était militairement triomphant, a été appelée en français la résistance, et dont les acteurs étaient les résistants. Alors les mots ne suffisaient pas pour résister, il y fallait bien sûr des actes, parfois de la violence et toujours du courage. D'une manière générale, les mots, le langage, ne sont pas, diraient les matheux, une condition suffisante, mais dans le métrique, ils sont une condition nécessaire de la liberté. Car il faut bien opposer aux idées et aux volontés hostiles aux valeurs qu'on veut défendre, idées transmises surtout par des mots, un discours de résistance. Discours qui peut être logique, factuel, démonstratif, mais aussi, et peut-être surtout, affectif et sensible, et qui est d'autant plus efficace qu'il est sans haine et sans colère. L'instrument qui rend le langage résistant est fréquemment l'ironie. Et l'on a pu célébrer il y a quelques années le rire de résistance, qui est parfois dans les régimes totalitaires la seule arme disponible pour résister et pour se défendre. Car l'oppression, elle, ne sait pas rire. Jamais. Ces armes en langage, les fameux éléments de langage des politiques, dont on nous rebat les oreilles tous les jours, sont des expressions qui reposent très très souvent sur l'intention d'influencer. Et par là, sur la peur, sur les sentiments bas, sur la haine, lorsque ce n'est pas explicitement sur le mensonge et sur la torsion des mots, non pas dans leur forme d'ailleurs, mais dans leur usage et dans leur sens légitime. Or, il est dans la nature des mots de se trahir eux-mêmes, de s'user, comme le dit le mot usage, dont la fréquence même, ce qui est logique, amène à l'usure. Sans parler des manipulations conscientes par euphémisme ou oubli des origines des mots. Malgré la ressemblance des deux mots, il y a de très grandes différences entre résistance et résilience, qui est un mot à la mode, mais qui mérite de l'être, parce que c'est un apport très important à la psychologie et à la psychologie sociale. L'une, la résistance, est une attitude de défense contre un danger extérieur. L'autre, la résilience, est une réaction psychologique qui fait que l'on retrouve énergie et force vitale après de dures épreuves. Le mot latin résilire, d'où vient résilience, est préfixé de salire, qui veut dire sauter,
en l'air. La résilience est en fait exactement un rebondissement, comme on le dit en français familier. Mais on peut noter que ces deux mots, résistance et résilience, le second transmis du latin par les savants britanniques, c'est un mot anglais qui a été implanté dans le français et qui était utile, ils ont des usages scientifiques lorsqu'on parle de résistance des matériaux ou bien de résistance électrique et aussi de résilience dans des cas très comparables. Il s'agit toujours là d'échanges entre des forces opposées et de nature différente. La résistance électrique, par exemple, contraint l'énergie électrique à se transformer en énergie calorique, ce qui d'ailleurs peut être positif et utile. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand il s'agit de résistance à des paroles inacceptables sur le plan des valeurs. Les personnes chassées de leur lieu de vie et de leur pays par la violence ont évidemment besoin de résilience, faute de pouvoir résister à la situation qui leur est imposée. Dans un régime totalitaire ou bien dans un régime terroriste, et la différence est difficile à faire entre les deux, la résistance est un engagement total, un combat à forces inégales, trop souvent un sacrifice. Dans un régime démocratique, au contraire, on peut résister aux attaques contre les valeurs acceptées, reconnues, considérées comme indispensables pour la survie d'une société digne de ce nom, par les mots et par les idées, sans recourir à la force. C'est de cette résistance contre ce qui menace les valeurs fondamentales du humaniste, qui sont morales et sociales, qu'il doit s'agir ici, et qu'il doit s'agir d'une manière générale en politique, ce qui n'est pas toujours le cas. La leçon des mots en matière de valeurs à sauvegarder commence par le respect de leur vérité, la vérité des mots. On peut déjà nommer que le verbe résister comporte en lui-même une idée fondamentale de solidité et d'énergie vitale, par ce sistere latin qui est apparenté à l'idée d'être, je l'ai dit tout à l'heure, stare, qu'évoque aussi le mot assister, qui parle de l'aide entre les humains. Et même un mot inattendu dans ce contexte qui est exister, ex sistere, autrement dit, sortir de l'ombre, manifester son être et son action. Au passage, on peut noter que les débats philosophiques sur la prééminence de l'existence sur l'essence ou l'inverse, suivant qu'on est platonicien ou sartrien par exemple, sont déjà suggérés par le mot « exister » lui-même. Le langage peut être un philosophe, mais dans l'ambiguïté, s'agissant des mots, même réflexion pour résister, qui masque l'opposition à ce qui se prétend fixe et stable, aux idées reçues, aux affirmations indifférentes au mouvement du réel. Essentiellement, la résistance est donc une force qui s'oppose. La valeur positive ou négative d'une résistance provient de la nature même de cette opposition. La résistance au progrès, aux réformes et aux révolutions, qui peut s'appeler réaction, est un obstacle, un frein. Mais celle qui s'oppose aux forces de dégradation, à l'entropie, au vieillissement en général, et finalement à la mort, puisque c'est de cela qu'il va s'agir, c'est justement une expression de l'énergie vitale, une expression de la vie, qui sont perpétuellement menacées dans l'histoire et dans la vie personnelle de chacun. Des mots pour résister, il est vrai que les mots eux-mêmes peuvent être en résistance contre les mises en cause des valeurs sur lesquelles reposent les sociétés qu'on appelle civilisées, ce qui est une grande difficulté d'interrogation. Il est vrai qu'avant toute chose, il serait bon de résister contre les pathologies du langage, comme par exemple le purisme, qui se trouve être assez castrateur et qui a agi par exemple en France à partir de Malherbe au XVIIe siècle par rapport à l'explosion d'intelligence, de recherche et de créativité et de poésie que représentait la Renaissance. Mais il y a aussi un danger inverse qui est celui du laxisme par indifférence, qui laisse la langue se dégrader. On perçoit, surtout d'ailleurs depuis la réflexion qui était à l'époque un peu solitaire, mais qui était salutaire, de René Etiamble, les excès de l'adoption de l'américanisme, dont certains sont parfaitement inutiles.
et on perçoit moins les maladies internes du langage dans toute langue, et dont la langue française n'est pas exempte, bien entendu. Avant de résister par les mots et par l'action aux mots de la peur, aux mots de la haine, aux mots de la violence, aux mots de l'intolérance, il serait nécessaire de commencer à résister aux usages discutables ou trompeurs de ces mots eux-mêmes. Car lorsqu'on résiste par les mots à des mots que l'on estime insupportables, il est bon d'abord de s'interroger sur les mots qu'on emploie et sur l'exactitude, la justesse de ces mots par rapport aux intentions. Et tout ceci pose un problème énorme qui est celui de la place des mots, de la place du lexique dans le langage en général, et aussi de la place du sens, qui est la base de toute communication et de toute expression, dans la communication sociale en général. Les mots sont sans doute des outils, et ce sont parfois, et très très souvent, et trop souvent, des armes. Si ce sont des armes défensives, effectivement, on peut entrer dans ce domaine de la résistance par les mots. Mais si ce sont des armes offensives, évidemment que là, on peut entrer dans le domaine de l'excès, de l'insulte, de la provocation, qui sont trop souvent utilisées politiquement pour déclencher des réactions qui sont en faveur d'une mobilisation des instincts les plus bas et qui sont au contraire en défaveur de la réflexion saine et de la considération hiérarchisée des valeurs que l'on veut défendre. Et d'abord, lorsqu'on dit les mots, de quoi parle-t-on ? S'agit-il des mots isolés ? Bien sûr non. Les mots n'existent pas en tant que tels et isolément. Ils ont un poids énorme, ils ont une vie propre, mais ils n'existent efficacement dans la société et dans la communication sociale que par leur mise en œuvre à l'intérieur d'un discours qui est fait de phrases. Et cela, les politiques le savent très bien. Cependant, la place des mots et du lexique pur, c'est-à-dire de ce que l'on trouve dans les dictionnaires, dans les langues, est extrêmement important. C'est ce que exprimait Georges Perec dans un livre très inspirateur qui s'appelle « Pensée classée ». C'est-à-dire que la pensée humaine et ses modalisations culturelles suivant les pays, suivant les langues, suivant les cultures, suivant les traditions, est en grande partie fonction de la constitution du lexique, parce que le lexique de toute langue est une classification du monde et est une façon d'aborder le monde extérieur dont la multiplicité, la difficulté de décodage, la complexité, la mobilité, la difficulté aussi de fixer les choses pour en avoir une image stable, rend l'analyse extrêmement difficile, et c'est la langue commune, avec des siècles de pensée collective, qui peut seule y arriver. Les mathématiciens ont une façon de dégager la logique des choses avec des éléments qui sont peut-être des langages, mais qui sont des langages abstraits, qui sont des langages sans affectivité, qui sont les langages des mathématiques, de l'algèbre par exemple, lesquels ont servi à constituer cet univers de communication qui est maintenant dominant dans le monde et qui est l'informatique, mais cet univers manque d'un élément fondamental pour que l'humanité reste humaine, si j'ose dire, et qui est l'affectivité, qui est la sensibilité. Et ceci, les langages naturels, les langues naturelles, le français comme les autres, le possèdent par une tradition qui est une tradition complètement démocratique, parce que c'est l'usage commun qui fabrique finalement la langue, même au détriment de certaines normes que l'on aimerait voir se garder, mais qui sont bousculées par la puissance vitale que dégage toute langue, et d'autre part, l'usage des mots, par la rhétorique, par les styles, par même l'usage logique de la formation des phrases, est absolument important
pour construire la façon dont on se transmet entre soi et le monde, entre soi et les autres, une version compréhensible, rationnelle, mais à la fois chargée d'affectivité. Les visions du monde, par exemple, sont remarquablement différentes suivant les langues. On l'oublie très très souvent. La traduction n'est pas seulement une question de passage par un dictionnaire d'un sens à un autre. C'est aussi des tendances générales que toutes les langues représentent, mais qui sont analysées de manière extrêmement différente d'une langue à l'autre. Par exemple, l'effet du lexique et celui de la grammaire sur la pensée sont extraordinairement importants. On l'oublie très souvent, mais par exemple, je me suis trouvé confronté avec des traductions de textes allemands romantiques, et notamment des leaders de Schubert, sur la façon dont en poésie sont représentés la lune et le soleil. La lune, en français, est un être féminin. Le soleil est un être masculin. En allemand, c'est l'inverse. Et ça renverse complètement les connotations du mot, et ça renverse complètement la situation, par exemple, du voyage d'hiver de Schubert, dans lequel le voyageur, qui est isolé dans un univers assez hostile, froid, qui se trouve seul, va chercher une consolation avec la présence nocturne, puisque c'est un voyage nocturne, de la Lune, mais la Lune n'est pas du tout une mère, ni une confidente, ni une amie, ni une épouse, c'est un homme. Donc c'est un compagnon. Et au contraire, le Soleil est une femme, ce qui veut dire que pour un Allemand, quand il prononce le mot Zone, à la différence et au contraire de quand il prononce le mot Mond, qui est la Lune, il pense à quelque chose de maternel. Et il pense à quelque chose qui est une protection fondamentalement féminine. Le Français qui parle du soleil va penser tout au contraire à une espèce d'assomption de la virilité. Et je vois là-dedans, dans l'histoire de la littérature française, par exemple, un des moteurs de l'antiféminisme et de l'incapacité de l'homme masculin, vir et non pas homo. Les latins avaient la chance d'avoir deux mots, les grecs aussi. Le français est infirme de ce côté-là, puisqu'il connaît que le mot homme, qui veut dire représentant d'une espèce zoologique, qui est Homo sapiens sapiens, et en même temps représentant de la partie masculine, virile, de cette espèce. Ce qui a engendré dès le début une confusion mentale épouvantable, considérable, et qui a servi de point d'appui à la dévalorisation de la femme. C'est une chose incroyable à quel point les structures d'une langue peuvent être des points de départ et des points d'appui et des plateformes pour des idéologies. Et des idéologies qui peuvent être très légitimement contestées et discutées. Et il est vrai que dans ce domaine, la richesse lexicale du latin et celle du grec par ailleurs, les deux ayant eu une influence très très importante sur la constitution du vocabulaire français et aussi du vocabulaire anglais, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anglais est une langue germanique, mais que son vocabulaire est essentiellement latin, à la différence de l'allemand, et ça a impliqué des considérations sur le monde, sur la relation entre les sexes, sur la relation entre les pouvoirs, entre le côté dominant et le côté dominé, qui sont entièrement différentes. Autre point qui, lui, n'est pas une question de lexique, mais une question de grammaire, lorsqu'un Allemand va parler de l'influence, par exemple, de la résistance à l'oppression, on peut prendre cet exemple, il ne va pas dire « ils résistent à l'oppression », mais « il, à l'oppression, résiste », parce qu'on met le verbe à la fin de la phrase. Et le fait de mettre le verbe à la fin de la phrase fait qu'on donne une priorité, même sans le vouloir,
au sujet et au complément, par rapport à l'action elle-même. Alors qu'en français, avec l'habituelle relation entre sujet, verbe et complément, qui est la même d'ailleurs dans toutes les langues romanes, en russe et dans beaucoup d'autres langues, dans ce cas-là, l'allemand fait un peu bande à part, eh bien, travaille d'une autre façon. C'est-à-dire que après avoir exprimé quel est le sujet de l'action, c'est l'action elle-même qui est définie par rapport à son effet et au fait qu'elle porte sur quelque chose qu'on appelle, par une réflexe logique, un complément, c'est-à-dire grâce auquel la phrase est en effet complète. Mais tout ceci montre que les visions du monde peuvent être complètement différentes pour des raisons linguistiques et que là-dedans, la grammaire est aussi importante que le lexique. Mais les deux le sont. Donc, dans ces visions, à côté de ces visions du monde, on peut aussi évoquer les tendances de toutes les langues qui sont à la fois des tendances complémentaires. On se souvient de l'aphorisme grec antique de Diogène, qui est que la langue est la meilleure des choses et la pire des choses. La meilleure des choses parce qu'elle permet de dire la vérité, qu'elle permet de dégager les erreurs, qu'elle permet de résister à l'oppression précisément, et la pire des choses parce qu'elle permet aussi le mensonge, parce qu'elle permet l'insulte, parce qu'elle permet l'expression de la haine et de la tromperie. Donc, méfiance totale lorsqu'il s'agit du langage, et avant d'évoquer la résistance par les mots, il faut aussi évoquer la résistance aux mots et au langage lui-même, qui nous apporte des éléments très très contradictoires. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que la tendance du langage, dans toute langue d'ailleurs, aussi bien en français que dans les langues proches et lointaines aussi, est à la fois une prolifération qui est souvent excessive et qui nous irrite, mais aussi un appauvrissement, parce qu'il y a une perte des mots anciens qui ne sont plus employés et qui étaient fort utiles pour des nuances de sens importantes. Il y a aussi une opposition entre évolution et stabilité. On a besoin de stabilité pour enseigner une langue. Si l'on n'a pas une norme sur laquelle s'appuyer pour faire passer la langue de l'enfant à une langue d'adulte qui est convenablement développée par rapport aux besoins de la société, on a raté l'affaire. Inversement, on sait que cette norme n'est que provisoire et qu'elle est en cours de modification constante. Et une phrase que j'aime assez, qui n'est pas de moi, mais d'un linguiste suisse, disciple de Ferdinand de Saussure, qui s'appelait Henri Frey, et qui a fait un livre très très étonnant et très stimulant qui s'appelle « La grammaire des fautes ». La faute d'aujourd'hui est la règle de demain, dit-il. C'est un peu excessif, mais il arrive que ça soit vrai. C'est-à-dire que des choses qui sont inexactes par rapport à l'origine, par rapport à la rectitude, par rapport à l'exactitude de la définition, même pour les mots, peut arriver à être la règle absolue. Tout le monde dit un rossignol. Or, le vrai mot n'est pas rossignol, mais l'ossignol avec un L. Et c'est une faute, mais vraiment une faute, hein, une erreur de prononciation à cause de la proximité de la labiale L et du R quand il n'est pas postérieur, qui a fait qu'on est passé de l'ossignol, qui est le bon mot, à rossignol, qui est le mauvais mot, qui est devenu le seul bon. Parce que si vous parlez d'un rossignol aujourd'hui, vous faites une faute et elle sera sanctionnée à l'école comme étant une faute d'orthographe. Or, c'est simplement une référence à un passé très lointain. Voilà. Et les exemples de ce genre sont extrêmement nombreux d'ailleurs. Ce qui fait que quand on voit aujourd'hui un texte d'un très grand écrivain complètement estimé et jamais contesté, par exemple, disons Racine, on a un recueil de fautes d'orthographe en termes d'aujourd'hui. C'est assez étonnant, mais ça montre à quel point la vérité du langage est une vérité de mode, je veux dire. Et comme disait Jean Cocteau, on peut définir la mode comme ce qui peut être démodé. Il n'y a pas d'autre définition.
Donc, on a cette affaire des tendances de la langue, on a cette affaire en matière sémantique, en matière de sens, qui est la différence et l'accumulation de deux éléments très très différents qui sont pratiquement dans tous les mots, qui sont la dénotation du mot. Le mot sert à désigner un objet. Parfois, il est très neutre. Si je dis c'est un verre, personne ne va contester cette appellation. Mais dès qu'on a affaire à des vérités humaines, et à des pensées, et à des sentiments, et à même des réactions à l'esthétique de l'univers, on va avoir des éléments supplémentaires qui vont s'ajouter à chaque mot et qu'on appelle savamment, et peut-être un peu prétentieusement, des connotations. Les connotations, ça n'est pas la définition du mot, ça n'est pas la dénotation, mais c'est parfois plus important que le mot lui-même. Il suffit de dire, par exemple, à propos de migrants, ils viennent nous envahir, le verbe envahir, évidemment, va colorer toute l'affaire de telle manière que ça va être assimilé à quelque chose de complètement différent qui est militaire et qui est une agression. Le problème des mots, là, est extrêmement important et on voit bien que dans la politique, le choix des mots peut faire évoquer des réalités sans qu'on puisse dénoncer directement une erreur de désignation, mais avec, en tous les cas, l'intention d'obtenir un effet qui est tout autre qu'un effet de révélation de la vérité, et qui est un effet qui peut être, par exemple, strictement et clairement politique. En outre, chaque mot a son histoire, et cette histoire, dans le long terme, est une histoire très très complexe. Et puis il y a des mutations violentes qui fait que, pour des raisons d'histoire, pour des raisons de réalité qui changent, un mot va changer de valeur. J'ai fait un livre entier sur le mot révolution, ce qui paraissait au départ une idée folle, parce qu'on se disait, écrire 350 pages sur un mot, où va-t-on? Parce qu'à ce moment-là, un dictionnaire où il y a 60 000 mots, vous imaginez le genre de bibliothèque qu'il faudrait faire, ça serait de la folie furieuse. Mais voilà, le mot révolution, il lui est arrivé des choses très très étonnantes. C'est un mot d'astronomie. Revolutio, ça veut dire tourner de manière régulière. C'est un mot de la régularité du mouvement des astres dans le ciel. Et à une certaine époque, au XVIIe siècle, on commence à en parler comme étant une modification violente de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe en réalité qu'à cette époque, toute interprétation des choses qu'on ne pouvait pas accepter dans l'histoire et qui étaient incompréhensibles et inexplicables, les révolutions, justement, changement brutal de régime, violence inattendue, retournement de situation, elles étaient interprétées grâce à cette idée de « il y a une régularité, mais nous ne la connaissons pas ». C'est Dieu qui, en fonction de la régularité du retour des astres, fait un même travail sur la régularité apparemment irrégulière, parce que les hommes ne sont pas capables d'interpréter des événements de la Terre. Et ceci m'est apparu clairement dans la mesure où l'usage politique du mot révolution ne vient pas du tout des révolutionnaires, il vient des théologiens. Et les premiers à employer révolution dans un sens qui est proche du sens moderne, c'est le cardinal de Retz, c'est Bossuet, c'est Bourdaloue, c'est-à-dire des gens qui sont dans la réflexion de dire il faut trouver une raison et une régularité à des choses qui apparaissent comme totalement irrégulières. Et c'est, à mon avis, c'est la seule explication possible d'un changement de sens complètement inexplicable, ce sens-là, qui est que du sens du retour régulier des astres qui font leur travail sans jamais changer, on passe à une totale irrégularité des événements planétaires, humains, mondiaux et historiques. Donc c'est une vision de l'histoire, finalement, qui aurait une rationalité cachée
qui est divine et que les hommes seraient incapables d'interpréter. Évidemment que ce type d'explication n'est valable qu'au moment de l'apparition du mot. Et ça, on est à la fin du XVIIe siècle, on est au moment où les Anglais commencent à parler d'un changement de régime très violent, mais qui d'ailleurs n'est pas du tout une révolution dans notre sens, mais plutôt une réaction, c'est le retour du roi après la dictature de Cromwell, et ça va évidemment aboutir à une mutation complète du mot et de sa valeur en 1789, où révolution, qui était un mot d'historien, un mot de savant, un mot de descripteur, et qui n'était pas du tout du langage courant, mais qui était très courant par ailleurs dans ce domaine-là, devient tout d'un coup le réceptacle des espoirs de toute une partie de la population et des craintes de la partie qui était écartée ou mise à l'écart, enfin bon, par exemple les aristocrates. Donc pour l'aristocratie, révolution devient un danger majeur et ils vont très très souvent s'exiler et émigrer, et devient pour le tiers-état en général et le peuple en particulier, au contraire, un synonyme d'espoir fou, parce que la révolution, comme chacun le sait, a été trahie, puisque la révolution idéale s'est transformée en une modification des pouvoirs qui a fait passer provisoirement de la royauté à la démocratie pour revenir à la dictature de Bonaparte et finalement à la restauration par le roi. Mais tout cela, je veux dire, s'inscrit dans une espèce de logique des mots dans lequel il y a derrière chaque mot utilisé à chaque époque avec sa force, avec son pouvoir de persuasion, tout un capital de savoir et tout un capital de connaissances qui n'est pas complètement dépassé. Quand le mot art est passé de l'idée de technique à l'idée d'activité artistique telle que nous le connaissons, ça s'est passé entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, sous l'influence d'un mot allemand qui est Kunst, qui est d'une toute autre nature et qui évoque à la fois le savoir et la pratique. Et cet ensemble-là, c'est vraiment une espèce de modification violente de la façon de concevoir le monde. Et il m'est arrivé de faire un article assez développé sur le mot artiste, qui est devenu à l'époque romantique un mot absolument clé de la conception du monde, avec l'opposition artiste bourgeois qu'on va voir chez des gens comme Flaubert ou autres. Et tout ceci veut dire que un mot même très banal, très courant, ne peut pas se décoder complètement si on ne tient pas compte de son passé. Parce que son passé dit énormément de choses. Par exemple, l'ambiguïté du mot « travail », j'ai fait un article pour Force ouvrière sur le mot « travail » qui est assez développé et qui montre qu'au Moyen-Âge, on ne parlait, pour ainsi dire, pas de travail, on parlait de labeur. C'est le mot latin, labor, laboris. Et le mot « travail », qui est un mot qui vient aussi d'un mot latin, mais qui n'a pas du tout la valeur que nous attendons, et qui désigne un instrument de supplice, le tripalium, c'est un trépied qui servait à la fois à des supplices et à la fois à, je dirais, maîtriser des animaux pour leur faire un certain nombre d'opérations peu agréables pour eux, mais utiles pour l'éleveur. Et ce fameux tripalium, ce trépied, est devenu le symbole même d'une activité forcée et fort désagréable au départ. Donc cette idée de travail, qui est une idée totalement négative, va peu à peu prendre les valeurs relativement positives du mot labeur, labor, laboris, qui a été conservé dans la vie rurale par le labour. Le labour, c'est le travail absolu, c'est le travail par excellence pendant tout le Moyen-Âge. C'est le travail le plus nécessaire à la société, le plus nécessaire à la survie de l'ensemble de la société, et en même temps le plus pénible, le plus dur et le moins rémunéré. Et ceci montre quand même que les oppositions, les ambiguïtés, les difficultés d'interprétation
du mot travail aujourd'hui entre l'idée de recherche du travail, le côté positif qui est travail égale rémunération convenable, et que le pire c'est le chômage, alors qu'au départ, le chômage c'est la possibilité de se reposer quand il fait chaud. Et ça, bien sûr, on l'a pendant la moisson, si vous voulez. Et donc, on a un retournement de situation complète, de même que la grève était ce que nous appelons aujourd'hui chômage, c'était le fait d'attendre du travail et de ne pas en avoir, avant d'être la volonté d'arrêter de travailler pour revendiquer quelque chose d'autre. Et cette évolution-là est fondamentale. Et elle se passe toujours à des époques où l'histoire fait quelque chose d'important. Pour le mot département, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Convention, c'est la Révolution. Pour le mot résistance, il s'est passé quelque chose entre 1940 et 1944, quand le mot résistance est devenu un mot historique pour la situation d'un pays occupé qui refusait les effets directs et indirects de cette occupation, puisque cette occupation n'était pas seulement destructrice du sentiment national, mais aussi destructrice de toutes les valeurs libérales, de toutes les valeurs démocratiques, puisqu'il s'agissait du régime nazi. Donc là, il ne faut même pas évoquer des noms de pays, il faut évoquer des noms de partis, c'est plus correct. Et chaque fois qu'on aborde un mot très important dans la littérature contemporaine, on s'aperçoit que son histoire est révélatrice de quelque chose. Tout récemment, je suis en train de terminer un livre sur les camps. Parler des camps au XXIe siècle. Bon, quand on a dit ça, on voit bien qu'il ne s'agit pas des camps de concentration. Grâce à Dieu, je ne sais pas pourquoi je dis à Dieu, mais enfin grâce à je ne sais quoi, grâce à l'histoire, grâce à une révulsion salutaire dans l'histoire, il n'y a plus de camps de concentration au sens nazi. Mais on est très étonné quand on aperçoit que cette expression n'a pas du tout le sens de camp d'extermination et de camp de mort qu'il a pris avec les Allemands, qui employaient d'ailleurs l'expression parfaitement germanique de Konzentrationslager et pas de Concentration Camp. Concentration Camp est une invention anglaise de la fin du XIXe siècle dans la guerre des bourgs pour réduire à néant l'opposition des gens d'origine néerlandaise qui étaient les bourgs, et le général Kruger a obtenu un succès total au prix de la concentration des populations qui étaient considérées comme hostiles aux îles britanniques et à la couronne et à l'empire victorien, et le résultat a été presque aussi tragique que les camps nazis, pas aussi tragique, mais enfin par négligence, par insuffisance de traitement. Les concentration camps de la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud ont abouti à la mort, directe ou indirecte, de dizaines de milliers de personnes, de femmes, d'enfants, bourgs, qui ont été mis dans des camps et qui n'ont pas été traités correctement de manière à les laisser capables de survivre. Donc c'est un passé absolument dramatique. Et ce passé dramatique, il est dans la langue, parce qu'on s'aperçoit que le campus latin, qui est un mot qui définit l'étape militaire et qui n'est pas en soi totalement dramatique, c'est simplement un des aspects du mouvement des troupes, et même pas forcément en opération, a abouti à cette idée du camp pour réunir des gens de manière forcée dans un espace fermé, et là ça ouvrait la porte à des utilisations violentes, répressive, une sorte de variante du bagne et de la prison qui sont encore vivantes, alors que le camp, en 1945, défini par la réaction des Nations Unies contre les difficultés épouvantables de certaines populations obligées de migrer pour des catastrophes
naturelles ou pour des catastrophes humaines, qui sont des guerres ou des guerres intérieures, etc., a abouti à l'idée moderne du camp. Et en même temps, il peut y avoir un aspect tout à fait positif du camp et du campement. Et nous avons, par exemple, venu des îles britanniques, le camping. Bon, il y a des espèces de rencontres immorales comme ça de mots avec des valeurs complètement contraires et qui font que on cherche en vain une idée directrice de l'ensemble. Mais ce qui compte le plus, ça n'est pas justement le sémantisme dont je parlais tout à l'heure de désignation, ce sont les connotations. Et après les éléments tragiques qui ont suivi le totalitarisme, les totalitarismes, avec l'utilisation des camps pour devenir, sous le nom fictif de camps de concentration, des camps d'extermination et des camps de mort, à ce moment-là, le mot camp ne pourra jamais s'en sortir complètement. C'est-à-dire, curieusement, il est conservé pour employer des choses qui sont plutôt positives, puisqu'il s'agit de faire échapper des gens à une situation encore pire. Même si elle n'est pas formidable, bon, ils sont quand même dans des camps, ils sont protégés. Il y a une idée sinon d'accueil, du moins d'asile, qui est échapper aux conditions dramatiques et aux dangers de mort. Donc ce mot est chargé d'une espèce de violence interne, et j'ai employé quelque part une formule qui a été reprise et que je trouve vraiment pas inutile pour avoir une idée de ce que c'est qu'un mot et quel est le danger de l'utiliser et la difficulté de l'utiliser, c'est que les mots sont des accumulateurs d'énergie. Et leur énergie est contradictoire, elle peut être positive, elle peut être négative, elle peut être de la violence, elle peut être au contraire de la résilience et de la résistance. Et tout le travail consiste à épurer tout ça et à donner à l'usage des mots une utilisation et une valeur qui soient conformes aux valeurs qu'on veut défendre. Et je ne dis pas que ce sont des valeurs universelles, c'est très difficile de décider que les valeurs que nous trouvons, nous, positives, sont universelles, mais on peut tout de même le dire. Les évolutions qui sont dues à l'usage collectif sont absolument irrésistibles. On parle de résistance des mots, mais là, on ne peut pas résister. Et parfois, elles sont innocentes. Je veux dire, quand un mot perd de sa valeur, par exemple, le mot formidable, qui veut dire extrêmement dangereux, qui veut dire terrible, qui veut dire danger de mort, hein, est devenu au contraire un mot majoratif. Bon, il n'y a rien à faire contre ça, c'est pas méchant d'ailleurs, mais il n'est pas inutile de se rappeler quand on l'utilise qu'il a eu un sens qui n'était pas du tout aussi innocent qu'aujourd'hui. Et il suffit de lire des textes même pas très anciens, par exemple dans Victor Hugo, quand Hugo emploie formidable dans, je sais pas, des récits de guerre et des choses comme ça, c'est toujours à propos de choses extraordinairement dangereuses. Le mot terrible, pareil, par la plupart des emplois familiers, c'est devenu plutôt positif, alors que c'est ce qui déclenche la terreur. Par contre, terrorisme et terroristes ont gardé leur valeur. Ce sont des mots qui ont été créés sous la Révolution pour une politique volontaire qui consistait justement à résister contre les tendances au retour au passé, mais d'une manière que nous pouvons maintenant juger moralement excessive ou sans nuance, et qui a abouti à des massacres qui d'ailleurs n'étaient pas quantitativement aussi terribles que ceux qui ont pu suivre au XIXe et surtout au XXe siècle. Il y a donc aussi une autre réflexion qu'on peut faire, c'est que pour chaque mot qu'on utilise, il n'y a pas un, mais des usages différents. Et ces usages différents se télescopent plus ou moins. Par exemple, j'estime qu'une langue comme le français est un véritable kaléidoscope, et kaléidoscope sur plusieurs plans, temporels par exemple, parce que vous lisez un auteur qui n'est pas très ancien et qui est extrêmement estimé, à juste raison, qui est Gustave Flaubert, vous ouvrez sa correspondance et vous allez trouver très rapidement cette phrase qui paraît bizarre aujourd'hui, « je me sens vache ». Ça ne veut pas du tout dire « je me sens méchant »,
c'est tout le contraire. Ça veut dire je me sens avachi, qui est un mot, on voit bien qu'il est de même nature et de même origine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le mot vache, métaphoriquement, qui était employé pour une allusion aux mœurs, je dirais très tranquilles, mais pas très énergiques des mammifères que l'on élève sous le nom de vache et de bœuf, est devenu l'image de la méchanceté. C'est une sorte d'expression métaphorique qui n'est plus ressentie aujourd'hui et qui est seule capable d'expliquer ce changement de sens absolument radical, c'est le coup de pied en vache. Parce qu'il se trouve que les chevaux ayant l'habitude de ruer de manière longitudinale, les palefreniers savaient très bien qu'il ne fallait pas se mettre derrière un cheval quand on l'énervait, il fallait mieux le mettre sur le côté et qu'on ne risque rien. Mais il y a des chevaux vicieux, disons, pour employer un vocabulaire très inapproprié et qui est de pathologie humaine. Les chevaux vicieux, eux, faisaient des ruades sur le côté, comme les vaches. Mais les vaches, on le savait. Et les chevaux, normalement, on ne le savait pas. Donc, il y a eu des accidents parce que ces chevaux ruaient en vache, c'est-à-dire d'une manière... Et c'est devenu un symbole de méchanceté hypocrite. Et ça a été immédiatement appliqué à quoi? Devinez? À la police. Ça a été... Donc, mort aux vaches, c'est ça. Ça arrive dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est datable avec une précision de quelques années. Et c'est assez extraordinaire de voir que ce mot vache, qui aurait dû normalement avoir la même valeur de tranquillité maussade, je dirais, d'absence d'activité, qu'on trouve par exemple chez les veaux italiens, les vitelloni, qui sont aussi des gros veaux, hein, c'est le one, c'est l'augmentatif en italien, et le vitellone, c'est un gros veau, c'est un adolescent qui fout rien, qui se moque des travailleurs. Fellini en a fait un chef-d'œuvre. Et là, tout d'un coup, cette pauvre vache est devenue le symbole de la méchanceté hypocrite et de la méchanceté tout court, et de la vacherie. Donc, on a tout un vocabulaire qui s'est développé là-dedans. Et quand j'entends parler des débats autour de la ferme des 1000 vaches, je me dis, il y a quand même quelque chose derrière ça. Est-ce que par hasard, les éleveurs excessifs et qui font du mal à l'environnement ne seraient pas considérés comme des peaux de vache. Voilà, c'est une possibilité. Donc, si vous voulez, l'histoire des mots, elle est à la fois cocasse et étonnante. Alors, je disais kaléidoscope temporel. Bon, il y aurait des millions d'exemples, mais il y a aussi ce kaléidoscope géographique, qui est que si vous allez en Belgique et que vous voulez acheter des bonbons pour votre progéniture, ça sera des pralines. Alors que la praline a un sens beaucoup plus précis. En France, c'est pas le même. Si vous allez à la Guadeloupe ou à la Martinique et que vous voulez des arachides ou des cacahuètes, suivant les pays, là, ça sera des pistaches. Et ça ne sera pas du tout les pistaches que nous connaissons ici. Donc, vous avez des choses qui... Il y a une expression belge aussi que j'adore, concernant ce que nous appelons de manière très, très bizarre d'ailleurs le steak tartare, et qui est le filet américain. Et quand, à l'époque où je m'occupais des belgicismes dans le Petit Robert, avec un spécialiste belge très très compétent, qui était d'ailleurs un ami de Georges Simenon et qui était un grand linguiste belge, qui avait décrit le vocabulaire du français de Belgique, et je lui avais reproché en lui disant « Mais vous ne nous avez pas signalé qu'on ne disait pas en Belgique le steak tartare, mais qu'on disait le filet américain ?» Évidemment, il m'a répondu de manière très saine et très sage « Je déteste ça, je n'en mange jamais. » Et de toute façon, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça chez moi. Donc, nécessité, quand on veut décrire l'usage d'un pays, d'avoir à la fois des témoins du langage, par exemple du français régional de Béziers, pourquoi pas, et puis des témoins extérieurs qui voient les différences entre les différentes formes de français. Et le français a la chance d'être une langue qui est parlée dans les 5 parties du monde. Vous imaginez à quel point ça peut entraîner de différences de dénotation et de connotation pour
pour le même mot employé dans des différents endroits de la francophonie. C'est incroyable. Et ça peut entraîner évidemment des quantités de contresens. Mais l'anglais est encore pire. Dans ce moment, entre l'anglais des Indes et l'anglais d'Australie, les différences sont absolument considérables. On pourrait presque estimer qu'il va à terme s'agir de plusieurs langues différentes. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le français, qui reste très homogène, mais avec des variétés énormes. Et ces variétés sont d'une richesse étonnante, parce qu'elles permettent de faire passer dans la langue française et spontanément des éléments de culture qui sont complètement étrangers à la France. Les contes Peul d'Amadou Hampâté-Bâ, qui est un des plus grands stylisticiens du français que je connaisse, et qui est mort il y a peu de temps, c'est lui qui disait cette phrase qui a été retenue et qui est admirable, c'est qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça veut dire que dans une tradition orale, si vous voulez, chaque vieillard cultivé emporte avec lui une quantité de savoir qui, chez nous, est emmagasinée par cette mémoire collective qu'est l'écriture, que nous avons la chance d'avoir depuis des siècles. Mais c'est une chance relative, parce que les richesses des civilisations orales donnent aux langues, sur le plan oral, des possibilités et des puissances et des valeurs et des attitudes par les locuteurs qui sont beaucoup plus respectueuses. Je pense qu'une partie du fait de la dégradation de la langue française chez beaucoup de jeunes sont dues à de l'indifférence. Et cette indifférence, elle est due à l'opposition très difficile à maîtriser entre deux niveaux de langue complètement différents. Celui qui est enseigné à l'école et qui est en rapport avec l'écrit, qui est celui de la littérature, qui est celui de la poésie, etc. Et puis celui de la langue parlée spontanée, qui est ce qu'elle est, qui se modifie très vite, qui est très variable d'une région à une autre, d'un stade social à un autre, et qui va probablement créer des interférences. Alors, quand il s'agit de résister aux mots, on voit bien que l'utilisation des connotations sociales, par exemple, est une chose fondamentale. Quand les politiciens parlent de cette chose que je trouve assez effrayante, qui sont les éléments de langage, ou de petites phrases, voilà deux expressions qui sont dénonciatrices d'une façon de manipuler les mots et leur utilisation pour obtenir non pas ce que les mots révèlent normalement, mais un effet induit qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'un homme politique va employer une petite phrase dans laquelle il va choisir ses mots en fonction de l'effet qu'il veut produire. Effet global dont l'impact final n'est pas du tout « je vous révèle la vérité, je vous montre ce qu'il faut faire ou ce que j'estime de bon ou de mauvais », mais je vous incite à agir en fonction de mes intérêts à moi. C'est-à-dire qu'en fait, le discours politique devient une variante du discours publicitaire. Le publicitaire ne s'exprime qu'en fonction de cette incitation fondamentale qui est « acheter mes produits ». Le politique, trop souvent, s'exprime avec une incitation fondamentale qui est « voter ou revoter pour moi ». Et le contenu réel des mots qui sont employés est passé à la trappe, parce qu'on utilise non pas leur pouvoir de désignation ou les richesses de leur passé, mais au contraire la réaction affective immédiate qu'ils vont produire. Et ceci est évidemment un danger très très grave dans toutes les sociétés. Le cas des démocraties, nous en faisons partie, étant évidemment beaucoup moins dramatique que quand tous les moyens d'expression sont monopolisés par un pouvoir. On a étudié de très près les évolutions de la langue allemande pendant le nazisme. Ça a été absolument catastrophique, au point que les mots allemands qui employaient des termes qui devaient faire penser à des réalités qui étaient voulues par la Propagandastafel, Goebbels, pour moi, est quelqu'un de plus dangereux qu'Hitler, parce que c'est lui qui a fabriqué une langue allemande qui était employée même par les victimes du nazisme. C'est-à-dire que un témoin
très très compétent, qui était professeur de linguistique et qui a été martyrisé par les nazis, mais qui a échappé par miracle à la mort, qui était juif bien sûr, a fait un livre admirable dans lequel il analyse la dégradation des mots allemands, leur utilisation dans un sens qui allait dans le sens de la volonté du parti nazi, et le fait que même les juifs, qui en étaient les victimes, employaient les mots dans le sens que voulaient les nazis. Et ce genre de choses, heureusement, je pense, ne peut pas arriver dans les sociétés démocratiques. Pourquoi ? Pas tellement pour des raisons morales ou pour des raisons de structure politique, mais parce que la pluralité des discours fait qu'il y a une opposition entre des discours affrontés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un discours très contestable sur le plan moral et sur le plan sociologique et moral à la fois, il va y avoir un contre-discours de critique qui va pouvoir s'exprimer. Dans les sociétés où c'est un discours unique, évidemment, cette opposition et donc cette résistance à l'oppression majoritaire ne peut pas se faire. Et c'est ça qui ferait peut-être une des plus grandes différences entre démocratie et, je n'oserais dire dictature, parce que ce n'est pas forcément une dictature, les terrorismes ne valent pas mieux, mais tous les régimes dans lesquels il ne peut pas y avoir de discussion avec les mots, c'est-à-dire que les mots sont monopolisés, le langage est monopolisé et le langage est utilisé dans une direction unique pour inciter les gens à penser d'une certaine façon. Heureusement, l'anglais, le français, l'espagnol, en grande partie pour des raisons historiques et par le fait qu'ils se parlent sur une grande partie de la planète, c'est-à-dire qu'il y a un choc de culture considérable. Je veux dire que tout le discours colonialiste a été directement attaqué avec une résistance extrêmement efficace par des écrivains qui étaient aussi des militants, mais des écrivains francophones qui s'exprimaient en français. Frantz Fanon, qui était originaire des Antilles, s'est exprimé à propos de l'Algérie d'une manière qui était plus violente sans doute, mais plus résistante par rapport à l'opinion majoritaire colonialiste en matière de relations entre la France et l'Algérie. Aimé Césaire, toutes ces critiques du colonialisme français se sont faites en français. Et ceci est une richesse incroyable, parce que si la langue peut susciter des réactions équilibrantes par rapport à des tendances que nous estimons mauvaises, et là se pose évidemment le problème de la légitimité de notre jugement, mais je crois que derrière les problèmes que pose la légitimité du jugement que nous pouvons poser sur les valeurs, par exemple, de la société, il y a quelque chose qui est beaucoup plus objectif, qui est la langue naturelle. Parce que les langues naturelles, le français en étant une, évidemment, sont le résultat d'une réflexion collective, libre, d'une communauté de plus en plus importante, et sur des siècles et des siècles. Et ceci ne peut pas se trafiquer complètement. La langue allemande a été déformée par le nazisme, elle est revenue à ses positions initiales d'une manière très très spectaculaire en une dizaine ou une quinzaine d'années. La langue chinoise a été travaillée en simplification d'une part et en modification culturelle par le régime de Mao, mais les Chinois se mettent à relire Confucius, ce qui est une chose absolument impensable il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et ça veut dire que dans la résistance par les mots, il y a le fait qu'il faut résister aux mots que nous considérons comme mauvais et négatifs. Il faut aussi résister aux torsions et aux distorsions du langage lui-même, c'est-à-dire aux mots eux-mêmes, et les surveiller de près, parce que c'est des drôles de lascar, je peux vous le dire, ça fait des années que je m'en occupe, et il peut leur arriver des choses et des intentions très mauvaises, mais de toute façon, la langue est aussi une espèce de mouvement pendulaire d'équilibre qui fait que
il y a un élément d'équilibre démocratique parce que c'est une possession culturelle complètement partagée, avec des différences, certes. Et ces différences sont à analyser de près parce qu'il y a, par exemple, la déperdition de la qualité du français par certaines couches de la société, qui est un très grand danger pour la démocratie. Et la seule solution, il n'y en a pas deux, c'est la pédagogie, c'est l'école. Il y a des tendances parfois négatives, mais pas toujours, qui sont le discours politique et le discours publicitaire et le discours économique et financier. Et il y a aussi le côté positif du rapport à la langue dont le gardien principal est l'école. Et c'est par l'école, si elle accepte justement une certaine souplesse par rapport à la spontanéité du langage. Quelqu'un a bien posé le problème, sans d'ailleurs le résoudre, c'est Raymond Queneau, qui disait, de manière un peu provocative, il y a maintenant deux langues françaises. Il y a un vieux français qui est à moitié mort, qui est artificiel, qui est celui de la littérature, des médias, de l'école. Et puis il y a un vrai français, d'où la fameuse agression initiale du début de Zazie dans le métro, d'où qui put donc tant écrit DOU, qui est KI, etc. Mais c'est une plaisanterie, c'est un excès, c'est une provocation, mais il y a du vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans toute langue, plusieurs aspects. Un qui est à conserver, mais pas à mettre en boîte. Je veux dire que la conservation doit être une conservation vivante. Et le défi qui est posé à la pédagogie d'une langue comme le français, face à ces évolutions, est un défi qu'on sous-estime toujours. C'est-à-dire que le travail que font les enseignants est absolument admirable. C'est impossible de penser qu'on pourrait garder une pensée collective démocratique dans un pays comme la France sans l'action de l'école. C'est l'école qui garantit absolument tout. Et en partie, elle lutte contre toutes les tentations qui sont celles des spots publicitaires, des tweets, des SMS, etc. Où tout n'est pas mauvais, loin de là. Parce qu'on peut très bien considérer que la contrainte qui consiste à n'avoir que quelques mots peut donner aussi bien les maximes de La Rochefoucauld, qui sont très brèves, mais évidemment, ça ne peut pas donner la recherche du temps perdu, mais on peut avoir des effets intéressants et positifs, mais très souvent, c'est dans le laisser-aller. Et très souvent, vous remarquerez que dans les commentaires qui sont faits sur les petites phrases politiques, qui sont toutes faites de manière intéressée et jamais de manière intéressante, eh bien, les commentaires qui sont faits par les tweets peuvent être parfois révélateurs, mais sont souvent d'une trop grande facilité. C'est-à-dire que ça va du côté de la rigolade et de l'ironie. L'ironie est importante, parce que dans le discours de résistance aux mots et aux phrases et aux raisonnements insupportables ou désagréables qui sont dits, le fait de les reprendre en termes ironiques, c'est-à-dire de retourner la réalité en employant les mots dans un sens qui est visiblement le contraire de ce qu'ils disent d'habituel, c'est une efficacité, c'est une rhétorique, et c'est une rhétorique assez utile. J'ai participé, avec beaucoup d'autres, à un travail collectif à Paris qui s'appelait le Rire de Résistance au théâtre du Rond-Point. Et j'ai trouvé que c'était une bonne formule parce que comme on est dans une société où la médiatisation pousse à valoriser la rigolade sur le sérieux, pourquoi ne pas utiliser le risible, le dérisoire pour démolir sérieusement, mais en riant, ce qui est insupportable et qui est toujours très sérieux. Vous remarquerez que toutes les outrances du langage politique qu'on a du mal à supporter ne sont jamais ou très rarement comiques. Elles sont toujours un appel à la peur, un appel à la phobie, un appel à la haine, un appel à des sentiments qui sont des sentiments d'hostilité. C'est-à-dire qu'elles sont très rarement
orienté vers une possibilité réelle d'altruisme et de communication réciproque, ce qui est la nature même du langage. Donc elles vont au contraire de la nature du langage. Je veux croire dans le pouvoir intime, démocratique, altruiste d'une langue comme le français, qui a été forgée dans la douleur d'ailleurs et dans l'incohérence très souvent, comme toute l'histoire, mais qui aboutit à un trésor de richesse que nous sommes souvent incapables d'entretenir, mais qui est toujours actif, parce que je suis très très frappé par le fait que, pour parler d'un sujet que je viens de traiter, les locutions en français, qui sont une des richesses du langage, on n'hésite pas à employer des expressions dans lesquelles un élément est complètement inconnu, et ça ne gêne personne. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce d'existence en soi des mots qui fait qu'ils portent avec eux quelque chose qui peut être rassurant ou simplement logique, alors qu'on ne sait plus d'où ça peut venir. Quand on dit au fur et à mesure, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et si vous allez dans la rue pour demander autour de vous qu'est-ce que c'est que le fur, bon, plus personne ne le sait. Ça n'est pas très gênant. Et c'est justement au contraire une de ces manifestations de la capacité de continuité et de transmission d'une sorte d'héritage collectif, c'est vraiment une affaire de patrimoine, hein, qui reste vivante même à l'insu de ceux qui emploient la langue. Et ça, je trouve que c'est une vertu étonnante. C'est pour ça que je suis très très négatif à l'égard de ceux qui abîment volontairement la langue en l'utilisant comme un instrument de dégradation, de violence, d'outrance, de haine, de complication de situations qui sont déjà passablement compliquées, et que au moins le respect des mots et de ce qu'ils nous transmettent depuis des siècles et parfois des millénaires à travers le grec et le latin pour nous mériterait évidemment une attention très très soutenue. Voilà l'essentiel que je voulais vous dire. Je pense que j'ai déjà parlé assez longtemps et j'aimerais que des questions éventuelles me soient posées. Avez-vous des questions? Est-ce que vous voulez qu'on en prenne plusieurs et puis vous répondez une fois ou vous répondez à chaque fois? Ça m'est égal. Oui. Oui. Bon, vous avez fait, là, je pense, et c'est extraordinaire, l'apologie du français. Oui. Oui. Vous êtes bien parti, évidemment, de mots qui disaient la violence, le partage, etc. Et finalement, ces mots, ce sont des mots qui se transforment et qui deviennent des mots de contact, ne serait-ce que le mot département. Donc vous faites l'apologie du français et vous avez dit que c'est une langue de contact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça correspond très exactement, bien entendu, à l'obligation du langage de se porter vers l'autre, de créer ce contact absolument indispensable, même si le langage ne signifie pas, si les mots ne signifient pas grand-chose et perdent de leur violence, si on peut dire ainsi. C'est très juste, mais si vous voulez, si les mots perdent de leur puissance et de leur énergie, par ailleurs, ils en acquièrent, parce qu'il y a des mots nouveaux qui ont un impact considérable, et certains ne sont pas acceptés de tous, mais d'autres peuvent l'être. Et les évolutions reflètent aussi les différences d'attitude des différentes époques, parce que justement, la grande qualité d'une langue comme le français, c'est d'avoir été capable d'absorber d'autres langues
c'est un avantage pour la langue française, mais c'est aussi un côté qui me plaît moins, qui est que la réduction du plurilinguisme. Un des défauts de la francophonie en France, parce que c'est beaucoup moins vrai en Suisse, en Belgique ou au Québec, où la présence de l'autre langue est très, très proche, très forte, c'est que à force d'avoir l'impression que c'est la seule langue, parce que les autres ont été détruites ou minorées, qu'il y a très peu de dialectes, qu'il y a très peu de patois qui résistent, qu'il y a très peu de langues étrangères en France, on se souvient difficilement que la France est un hexagone et qu'aux 6 points de l'hexagone, il y a des langues étrangères qui étaient parlées. Au nord-est, le flamand, au nord-ouest, le breton, au sud-ouest, le basque, au sud-est, l'italien, le nissar, et dans toute la moitié sud, l'occitan, avec ses différentes variantes. C'est pas ici qu'on va le dire. Donc, si le français a gagné cette espèce d'aura internationale, c'est d'abord été une aura nationale, mais il l'a fait en détruisant les autres langues. Ça, c'est un fait historique qui correspond... Est-ce que c'était indispensable ou nécessaire? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des civilisations dans lesquelles la pénétration de plusieurs centres culturels importants a abouti à du bilinguisme dans plusieurs parties. Et ce bilinguisme peut être inégalitaire ou égalitaire. En Belgique, il est fortement inégalitaire. Les rapports entre le flamand, qui est une variante dialectale, mais très proche du néerlandais, et le français, est évidemment au détriment du flamand, même si économiquement, la Flandre néerlandophone est plus puissante et plus vivante et plus efficace économiquement que la partie francophone. Mais il n'empêche que l'aura de la France voisine est telle que ça fait pas la balance avec la Hollande, de l'autre côté. Alors que si c'était l'allemand qui était présent là, la situation serait très très différente. On le voit bien quand la frontière est avec une civilisation qui s'est posée et qui est forte. Entre la Catalogne française, où plus presque personne ne parle catalan, ce que je trouve très dommage, et la Catalogne côté Espagne, où tout le monde parle catalan, il y a une espèce de déperdition de la langue catalane, et je ne vois pas pourquoi à Perpignan, les gens ne seraient pas bilingues catalan-français. Ben, ils ne le sont pas, c'est comme ça. Et il n'y a pas à pleurnicher, dans les parties du monde, vous avez un phénomène qui est extraordinairement important dans le rapport entre les langues et qui n'est pas toujours perçu à l'étranger, c'est qu'aux États-Unis, l'espagnol est en train de devenir non seulement la deuxième langue, mais c'est la première langue en Floride. C'est presque à égalité en Californie. À Chicago, depuis maintenant 35 ans, toutes les annonces officielles de la municipalité de Chicago sont bilingues. Il y a des cours d'espagnol à la télévision tous les jours. Je veux dire que cette politique-là, qui est un peu le contraire des politiques souverainistes, comme on dit, du côté français, me paraît d'une très grande efficacité dans l'intégration des populations. Si on veut être un pays d'immigration, ou si on accepte d'être un pays d'immigration, c'est comme ça qu'il faut agir. Vous savez que l'avenir de la francophonie repose, tout le monde le dit, sur l'Afrique. Si le français reste une grande langue internationale, à un niveau sinon égal, du moins comparable à l'anglais ou à l'espagnol, et l'espagnol c'est grâce à l'Amérique latine bien sûr, il faudrait que le français résiste complètement dans l'Afrique de l'Ouest. Mais pour que le français résiste complètement dans l'Afrique de l'Ouest, à mon avis, il faut trouver une politique de l'école, de l'éducation, qui puisse s'appuyer
à la fois sur le français et sur une langue africaine véhiculaire. La grande difficulté ne vient pas de la méchanceté des colonisateurs, elle vient du fait qu'il y a des milliers de langues qui sont parlées en Afrique et que cet éclatement linguistique est tel que les pays africains ont le plus grand mal à construire des entités pédagogiques qui marchent correctement, ne serait-ce que pour le problème de la langue. Tout Africain est plurilingue. C'est impensable qu'un Africain n'ait pas au moins la langue de son village, une langue africaine de communication et parfois deux. Et en plus, s'il est cultivé, s'il est allé à l'école, il parle soit français, soit anglais. Bon. Autrefois, un peu l'allemand au Cameroun, c'est en perdition. Donc ces éléments-là sont à envisager et je crois que la grande leçon pour la survie du français et pour son rayonnement international vient de l'observation qu'on peut avoir de l'emploi de la langue française dans les pays bilingues. Alors, il y a des pays bilingues qui ne sont bilingues que sur le papier, c'est-à-dire administrativement. On vous dira le Canada est bilingue, d'accord, mais les Canadiens ne sont pas bilingues. Le Canada est bilingue et les Canadiens sont soit francophones, soit anglophones. Les anglophones ne savent pas le français. Sauf exception, quand on veut réussir dans la haute politique fédérale au Canada, il est indispensable de bien savoir le français. Mais c'est une exception. On n'est pas obligé quand on fait de la finance à Toronto, c'est pas la peine. En revanche, ne pas savoir le français quand on est à Québec, c'est très difficile. Il y a 10% d'anglophones à Québec et ils sont face à 90% de francophones qui ne savent pas l'anglais. Donc voilà, il faut regarder les situations telles qu'elles sont. Si le Canada est un des... Parce que quand même, le Canada francophone est extrêmement important pour la francophonie, ne serait-ce que parce que c'est un pays hyper développé, hyper technique, post-industriel, très en avance au point de vue... Vous savez que si la langue anglaise n'est pas complètement écrasante par rapport à toutes les autres sur Internet, c'est grâce aux Québécois. Parce qu'au début, 10% de présence du français dans l'univers informatique, c'était essentiellement grâce à l'Amérique du Nord francophone, où les équipements informatiques étaient en avance sur ceux de l'Europe. Bon, maintenant, la situation est très différente parce que la politique d'Internet est une politique de mondialisation et que donc le nombre de langues croissant, la place de l'anglais diminue. Bon. Et donc la place du français reste honnête dans les 4 ou 5 premiers dans le monde. Mais tout ceci, si c'est vu en termes de « je suis plus fort que toi, j'ai plus de gens qui parlent la langue que toi », ça n'a aucun sens. La réalité, c'est de voir quel est l'impact au point de vue intellectuel, au point de vue littéraire, au point de vue de la transmission mondiale des idées. Et là, pour vous donner mon point de vue, si je suis relativement optimiste sur l'avenir du français, c'est en grande partie à cause de l'importance de l'usage littéraire d'une langue pour cette langue. Dans le monde moderne, avec les valeurs qui se sont développées, qui sont des valeurs culturelles essentiellement, et si je le dis ici, ça a du sens, quand une langue est employée par des écrivains de valeurs dont la langue maternelle n'est pas cette langue-là et qu'ils la choisissent librement, parce qu'ils pourraient très bien en choisir une autre, à ce moment-là, il est absurde de dire que cette langue est trop en danger ou qu'elle va disparaître. C'est sûr qu'il y a des dangers pour chaque langue. La langue française est malade, nous sommes d'accord. Mais tout organisme vivant est malade. On vous dit « fumer tue ». C'est pas faux. Mais il y a une phrase beaucoup plus grave et qu'on n'a pas envie de prononcer, mais qu'il faut bien prononcer, « vivre tue ». Qu'est-ce que la mort, sinon la fin de la vie? Donc ça fait partie de la vie. Donc voilà. Et en matière collective, c'est un peu la même chose. Donc si une langue comme le français veut perdurer, il ne suffit pas qu'elle serve à des transactions financières, parce que finalement, les transactions financières n'ont plus besoin ni de langue naturelle, ni de cerveau humain, puisqu'elles sont faites par les ordinateurs, et que c'est ça qui est le drame absolu, parce que
plus personne au monde n'est capable de maîtriser les changements erratiques de valeur des objets et des services dans le monde, étant donné qu'ils sont précalculés par des ordinateurs sur les données qui leur sont fournies. Et que plus personne ne maîtrise cet ensemble-là, qui est devenu tellement complexe et qui est calculé avec une telle rapidité qui n'est pas celle du cerveau humain. L'ordinateur est un énorme crétin, mais qui a une mémoire absolue, ce que nous n'avons pas, et une vitesse colossale, ce que nous n'avons pas non plus. Et surtout, qui n'a pas d'affectivité. Le jour où les ordinateurs auront des sentiments, alors là, on est foutu. Je veux dire, c'est l'espèce humaine, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, la langue représente tout ça. Et quand je vois des écrivains maghrébins, afghans, prix Goncourt il y a 3 ans, chinois, c'est facile de trouver des exemples chez Gallimard ou ailleurs. Bien sûr, réunionnais, martiniquais, maghrébins, africains de l'Ouest, mais pas seulement, je veux dire des pays où on ne parle pas français, et dans lesquels il y a une francophonie extrêmement minoritaire, si vous voulez, mais qualitativement efficace, c'est-à-dire qui est capable de parler au monde. Et je vous jure, quand on fréquente les universités d'Amérique du Nord, par exemple, et ça commence à être vrai pour l'Amérique latine, moins, quand on parle de littérature en français, il ne s'agit plus de la France. En Amérique du Nord, la littérature francophone est beaucoup plus étudiée par les étudiants anglophones que la littérature française. C'est-à-dire que, sauf les grands auteurs du passé, d'un passé assez récent, bien sûr, et parfois des grands auteurs français, heureusement, mais il est vrai que, par exemple, la présence des écrivains des Caraïbes, haïtiens, martiniquais, guadeloupéens, dans les universités américaines est presque aussi forte que celle de toute la littérature européenne en français. Donc ça veut dire qu'il y a un relais qui est pris. Il ne faut pas pleurer, ça, c'est une situation, et ça veut dire aussi qu'on communique mal la littérature française, qui est trop parisienne, qui n'est pas assez... Déjà, c'est ça. On attend des grands écrivains qui soient absolument pas parisiens. Quelqu'un comme Mauriac, par exemple, dont il est ridicule de dire que c'est un écrivain régionaliste, parce que c'est tout simplement un très grand romancier, mais qui est parfaitement marqué par sa région et qui est absolument étranger à la parisianité. Donc ça manque un peu en France actuellement. Mais on a les écrivains algériens, marocains, tunisiens. Bon, je connais Tahar Benjeloun, il déteste le mot francophonie, il dit « je ne suis pas un écrivain francophone, je suis un écrivain marocain qui écrit en français ». Bon, c'est très clair. Et tant qu'il y aura des écrivains X, Y, Z comme pays qui écrivent en français et qui ne sont pas obligés de le faire, parce qu'ils pourraient très bien écrire dans leur langue maternelle, on ne peut dire que le français n'est pas une langue généralement menacée et qu'elle est, au point de vue représentatif, au point de vue affectif, au point de vue de la communication mondiale, une très très forte présence. Voilà un message d'espoir. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut se retrouver à la librairie avec Alain Rey. C'est la librairie de Pézenas aujourd'hui, le Haut-Quartier, qui est présente. Avant que vous partiez, je voulais vous dire aussi, vous rappeler que la conférence de demain, c'est avec Benjamin Stora. Benjamin Stora qui sera là à 21h pour son dernier livre, Les Clés oubliées, une enfance juive en Algérie. Donc c'est demain 21h, oui, je commence à fatiguer. Dimanche, ça sera aussi, samedi après-midi, Étienne Klein qui sera là. Voilà, j'oublie personne. Si je peux prendre la parole une minute, vous venez de parler de Benjamin Stora. J'aimerais vous dire que Benjamin Stora est avec Abdelwahab Medeb, qui est mort l'année dernière et qui était un de mes grands amis, l'auteur d'un livre formidable sur les rapports entre musulmans et juifs. Et Stora, qui est né à Constantine, et qui est juif, et Medeb, qui est né à Tunis et qui est arabe, ont fait une immense anthologie des relations tumultueuses, mais parfois
très positive culturellement entre juifs et arabes, aussi bien en Europe qu'en Afrique et en Afrique du Nord. Je ne sais pas si les libraires auront ce livre qui n'est... Et quant aux souvenirs personnels de Benjamin Stora, je suis sûr que c'est totalement passionnant, comme l'ont été celles d'Alberto Memmi à Tunis autrefois. Voilà des grands témoins de la présence du français dans des situations collectives, parfois très dures et parfois conflictuelles, mais où des rencontres culturelles se sont faites de manière très positive grâce à la connivence entre les langues, justement. Là, c'est l'hébreu, l'arabe, le français.